c'est parti. Alors, voilà, sur notre site internet, vous pouvez trouver aussi de nombreuses ressources et notamment des exemples de protocoles de coopération. Donc, je vous mettrai le lien vers notre site internet, mais si vous voulez y aller directement, c'est dans la rubrique boîte à outils et principe de fonctionnement. Donc, il y a un certain nombre de documents que vous retrouvez sur le site de la coordination nationale. Vous avez aussi des fiches pratiques et puis un document qui s'appelle le Vademecum, qui est un peu le document de référence sur les conseils de développement que nous avons publié en 2016. Alors, en introduction, quelques mots sur un nouvel article dans le Code général des collectivités territoriales qui a été créé par la loi Engagement et Proximité. Donc, c'est tout récent, ça date du mois de décembre 2019. Donc, cet article, ça correspond finalement à l'article 1 de la loi Engagement et Proximité. Donc, c'est quelque chose qui est parallèle au pacte de gouvernance et qui dit qu'en début de mandature, un débat et une délibération sur les modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population aux politiques publiques doivent être inscrites à l'ordre du jour du Conseil communautaire ou métropolitain. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour l'instant, peu de personnes sont sensibilisées à cette question-là. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on le répète, on l'a dit aussi dans des précédents webinaires. Et donc, c'est une opportunité finalement pour formaliser un cadre de coopération entre le Conseil de développement et son intercommunalité ou territoire de projet de rattachement. Voilà, vous trouverez davantage d'éléments aussi sur cette question-là sur notre site internet et sur les comptes rendus des précédents webinaires, on a traité de ces questions. Alors, pourquoi formaliser un cadre de coopération? Donc, c'est une démarche qui peut venir compléter la délibération de création ou de renouvellement du Conseil de développement et cela permet de préciser l'articulation avec l'intercommunalité ou le PETR ou territoire de projet de rattachement. Donc, il s'agit de définir des modalités d'échange, donc à travers, par exemple, la mise en place d'un groupe de liaison, un élu référent, une invitation dans certaines instances de décision, etc., etc. Établir des règles de saisine et d'autosaisine, allouer des moyens humains, techniques et financiers au Conseil de développement, et aussi, un point important, inscrire la question du suivi des travaux et de la prise en compte des propositions par les élus. Donc, on le verra, les protocoles de coopération, les cadres de coopération sont différents selon les territoires. Donc là, voilà, c'est quelques idées, hein. Il y en a d'autres. Les protocoles sont plus ou moins denses. Donc voilà, on reviendra ensemble sur tous ces aspects. Hop, et je vous propose de passer tout de suite au temps de partage d'expérience. Donc, on va avoir 4 interventions qui vont se suivre et durant lesquelles, après, vous pourrez, si vous souhaitez, durant l'intervention, vous pouvez poser des questions par écrit. Et puis, à la suite de ces 4 présentations, vous pourrez poser également vos questions à l'oral ou demander des précisions. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère que Isabelle est connectée, je ne l'ai pas vue, par le protocole de coopération co-construit en 2017 par le Conseil de développement de Grand Angoulême. Donc, Isabelle Moreau, si tu es connectée, je te laisse la parole. Voilà, parfait. Bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, nous, on a eu un protocole de coopération qui a été voté en 2017 au moment de la fusion de l'intercommunalité. Je pense que ce qu'on peut se dire de ce protocole, c'est d'abord qu'il y avait une vraie double volonté de le mettre en place. Une volonté du Conseil de développement et une volonté des élus, alors à la fois du président de l'intercommunalité et de l'élu en charge du Conseil de développement à l'agglo. Donc c'est vraiment cette double rencontre qui nous a permis de mettre en place ce protocole. De façon assez claire, je pense que ce protocole de coopération, enfin vous le verrez, il a 2 dimensions. Il a une dimension très comment on coopère, donc saisine, autosaisine, moyens, etc. Mais il a aussi une autre
comment dirais-je, une autre ambition, et qui était là une ambition assez forte du Conseil de développement, qui était aussi de poser des règles, et en particulier les règles de fonctionnement démocratique du Conseil de développement. Donc ça, c'est notre article 1 qui disait que, par exemple, que le président ou la présidence du Conseil de développement était élu par la plénière. On avait bien ce souhait à la fois d'asseoir le fonctionnement du Conseil de développement et la coopération avec l'agglomération, mais aussi d'asseoir un peu des règles de fonctionnement démocratique dont on sait qu'ils peuvent être mis en cause assez rapidement. Et puis, il y avait aussi deux autres enjeux. C'était la question de l'articulation. On en revient toujours sur la même chose, hein, mais de l'articulation entre le Conseil de développement, les élus et les services. Et du coup, on s'apercevait qu'il y avait des maillons qui n'étaient pas connus, etc., qui n'avaient pas un cadre suffisamment posé pour qu'on puisse s'y référer. Donc, effectivement, en 2016, il y a eu un travail un peu collaboratif qui a été mis en place entre le Conseil de développement, enfin un groupe du Conseil de développement, l'élu en charge du CDD à l'AGLO, et puis les membres du comité de direction de l'Interco, pour bâtir ce protocole et de partir effectivement sur un cadre connu de tous et qui nous permettait d'être à la fois, alors parce qu'il a beaucoup évolué, là on est en train de le retravailler pour la prochaine mandature, mais qui permettait en tout cas d'avoir un cadre de référence quand moi j'avais besoin par exemple de retravailler avec mes collègues. Et cette méthode entre guillemets participative, elle partait du principe que certes c'était un protocole à un moment X qui était voté par l'ensemble des élus du conseil communautaire, donc un document quand même de référence, mais que ça devait être un document évolutif et qui devait être retravaillé. Donc, la méthode, effectivement, c'était l'évolution. Nous, on en a connu deux, par exemple, en interne. La question du droit de suite, qui était abordée dans ce protocole en 2017, mais qui a beaucoup évolué entre-temps, avec l'élaboration vraiment d'un outil de droit de suite des avis et des travaux du Conseil de développement. Et ce travail autour du droit de suite va être intégré dans le nouveau Conseil de développement, enfin, dans le nouveau protocole de coopération qu'on va proposer à l'agglomération. Ça a permis aussi, par exemple, de poser la question de la présentation d'une saisine. Alors, ça peut paraître des choses toutes bêtes, mais chaque service présentait des saisines différemment. Du coup, ça nous a permis en interne de travailler sur un cadre de présentation, de dire voilà ce que c'est qu'une saisine, voilà un minimum ce qu'il faut qu'on puisse trouver et que l'ensemble des services puissent avoir aussi un peu des documents de référence communs. Donc, à la fois un protocole de coopération entre guillemets un peu politique et puis une partie des modalités de coopération pratique sur comment ça fonctionne, les saisines, les été-saisines, combien de fois on se voit dans l'année, avec qui, de quelle façon, donc des choses quand même un petit peu pointues. Et puis, toute la question aussi des moyens de communication, des moyens financiers, des moyens humains mis à disposition. Donc, je ne sais pas si ça correspond à ta demande, Alexandra. Oui, Voilà. très bien, merci Isabelle. Alors, dans la fenêtre de conversation, je vois qu'il y a une question. Quelle est la différence entre le règlement intérieur et le protocole de coopération? Donc, Alors, on a, nous, une charte et un règlement intérieur, mais qui concerne le Conseil de développement uniquement. Et le protocole de coopération, c'est vraiment un document officiel entre… Alors là aussi, ça peut paraître d'ailleurs, puisque le Conseil de développement n'a pas d'entité juridique, mais en tout cas, ça a été un document qui a été voté en Conseil communautaire par l'ensemble des élus et qui prévoit le fonctionnement entre le Conseil de développement et l'agglomération. Donc, c'est deux documents, effectivement, totalement différents. Là, c'est un document officiel entre le CDD et Grand Angoulême. Voilà, peut-être que le règlement intérieur, effectivement, c'est les règles internes au Conseil de développement et le protocole, c'est avec l'intercommunalité ou le PETR. Donc, il y avait une question sur les délais aussi. Oui, quand je disais tout à l'heure l'article de loi qui dit qu'il faut qu'il y ait un débat sur les modalités de consultation du Conseil de développement, l'idée est de dire peut-être de faire référence à la mise en place de ce protocole de coopération parce qu'il n'existe pas forcément dans toutes les intercommunalités. C'est quelque chose qui demande du temps aussi pour le construire parce que tu nous as dit que la démarche avait commencé en 2016.
C'est pas en quelques mois que ça a été mis en place. Donc voilà, cette délibération en début de mandature peut dire qu'il y aura ce travail-là de mise en place d'un protocole de coopération. Alors, merci Isabelle. Donc, je vais rebasculer sur mon partage d'écran. Alors, hop. Et on va poursuivre avec une seconde expérience. Le protocole de coopération qui a été mis en place au niveau du Conseil de développement du Grésivaudan pour refonder le Conseil de développement. Donc, c'est Bertrand Christian qui va nous en dire plus à ce sujet. Bertrand Christian, vous êtes connecté? Alors, non. Est-ce qu'il y a Christophe Chauvin qui est connecté peut-être? Il est connecté, mais il n'a pas le micro branché. Ah, il faut activer votre micro. Si, je suis connecté et j'ai le micro. Ah, super. Donc, je ne sais pas, Bertrand n'est pas encore là, mais enfin, je peux dire quelques mots peut-être en attendant. Oui, bah sinon, on reviendra par la suite parce qu'on avait échangé à ce sujet. Bertrand, voilà, oui, bien sûr. Mais il n'a pas le micro connecté. Ah, il est connecté? Ok, alors, attendez, il faut que je remette. Alors, pour activer votre micro, si vous m'entendez, il suffit d'aller en bas. Voilà, c'est fait. À gauche. Voilà, voilà, donc, je vais peut-être attaquer, ça va, il y en a pour 5 minutes. Allez-y. Donc, très rapidement, donc, le Grésivaudan, c'est pas très connu, je pense. C'est une communauté de communes qui se situe au nord de la métropole grenobloise et ça va jusqu'à la Savoie. C'est une communauté de communes qui compte plus de 100 000 habitants et 35 000 emplois. Et le Conseil de développement a été créé déjà en 2003, au moment de la mise en place du pays, du Grésivaudan, qui par la suite a été transformé en communauté de communes en 2009. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une démarche de refondation qui a amené à l'établissement d'un protocole. Donc, la communauté de communes qui n'avait jamais de projet de territoire a éprouvé le besoin d'un projet de territoire. Cela s'est fait dans l'urgence, sans associer le Conseil de développement. Nous étions juste informés. Nous avons été écartés de la concertation et nous nous sommes fortement interrogés. Le moment ne serait-il pas venu de nous faire assister pour refonder profondément notre Conseil de développement en l'ancrant dans ce projet de territoire, tout en préservant d'une part notre autonomie et, comme nous le savons, qui n'est pas l'indépendance. Pour nous faire assister dans cette démarche, nous avons trouvé un financement pour recruter un bureau d'études et une stagiaire. Donc, une rapide description de notre démarche, en quelques mots. Premièrement, ont été évaluées les productions des conseils de développement depuis son existence sur une grille d'analyse multicritères. Deuxièmement, a eu lieu un benchmarking d'expérience dans d'autres territoires qui a été réalisé. Des entretiens ont été organisés pour recueillir le point de vue de la collectivité. Par collectivité, j'entends technique et politique. Entretiens devant permettre de faire émerger les différentes visions de ce à quoi doit servir un conseil de développement. Pour ces trois étapes, une stagiaire a été associée au bureau d'études pour réaliser ces travaux. Quatrièmement, le bureau d'études a monté un atelier citoyen sans notre présence, composé d'un panel représentatif de la population du territoire, afin de faire émerger le point de vue des habitants par rapport au conseil de développement. Cinquièmement, il y a eu des entretiens avec les membres du conseil de développement, des anciens et les actuels. Sixièmement, tout ce travail a été présenté lors d'un séminaire élus, techniciens et conseil de développement et a fait l'objet d'un débat afin de dégager les pistes pour repositionner notre conseil de développement. Suite à cela, le bureau d'études a rédigé un document martyr qui a été finalisé entre le directeur de cabinet du président, l'exécutif de la Comcom et le groupe de refondation de notre conseil de développement. Nous avons donc aujourd'hui un protocole qui est validé par une délibération du conseil communautaire, protocole qui s'ancre, comme nous l'avions souhaité, dans le pacte de gouvernance tel qu'il est défini dans le projet de territoire. Et on a parlé tout à l'heure de règlement intérieur. Un règlement intérieur est actuellement en finalisation. Voilà. Donc, ce projet de territoire, je crois qu'Alexandra l'a mis en ligne.
vous pourrez le consulter si vous le souhaitez. Vous avez des questions, on peut y répondre. Merci. Oui, voilà, le protocole de coopération est en ligne sur le site internet de la CNCD. Je vous avais mis le lien, mais je pourrais le remettre s'il n'apparaît plus. Il y avait une question sur le risque c'était quoi, de rendre le conseil de développement trop institutionnel en établissant ces règles. Et ce que vous m'aviez dit hier au téléphone, c'est que voilà, le conseil de développement du Grésivaudan, c'est un conseil de développement qui existait avant à l'échelle du pays, qui a une histoire. Et donc après, il y a eu la mise en place de cette communauté de communes. Et à bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte d'une démobilisation finalement d'une grande partie des membres du conseil de développement et que les relations se basaient plutôt sur des aspects personnels en fait. Le conseil de développement fonctionnait parce qu'il y avait une bonne relation peut-être entre les élus et la présidence du conseil de développement. Et lorsque les personnes changent, ces relations sont de qualité parfois différentes. Et vous avez éprouvé ce besoin du coup de formaliser des règles, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'échange que nous avons eu hier. De notre expérience, il nous semblait important que compte tenu de l'évolution même de la loi engagement proximité, il était intéressant que que le Conseil de développement s'inscrive dans une dimension structurelle et pas simplement une relation de personnes avec des personnes qui changent. Et selon les personnes, il peut y avoir des hauts et des bas. Quand on a un repère structurel, ça survit, j'allais dire, aux relations de l'instant, aux relations personnelles. Et puis je dirais aussi ce qui nous a paru important, c'est que quelque part dans l'expérience peut s'établir une relation dans la co-construction d'un protocole, peut s'établir une relation de confiance, et c'est très important, entre les différents acteurs, aussi bien les élus et aussi les techniciens de l'établissement et le conseil de développement. Oui, effectivement, c'est au-delà du texte qui ressort, mais c'est la démarche en elle-même de mettre en dialogue à la fois des membres du conseil de développement, des élus et des services de l'intercommunalité. C'est ce dialogue aussi qui après nourrit les futurs échanges et crée ce climat de confiance qui est important aussi pour la réussite des travaux du conseil de développement par la suite. Par exemple, Alexandre, par exemple, quand dans l'atelier citoyen, on n'était pas déçu des réactions des habitants, parce que je ne vous cache pas, personne ne connaissait dans cet atelier citoyen le conseil de développement. Effectivement. Il y a une question pratique, on va dire, le coût pour l'audit et pour le bureau d'études et le temps, du coup, combien de temps la démarche La démarche a duré en gros une bonne année et a été menée pour un coût de 10 000 €. Merci pour ces précisions. Alors, je vous propose qu'on continue et puis on revient. Est-ce que Christophe veut rajouter un mot? Je ne sais pas, peut-être. Ah oui, peut-être, oui, vous êtes deux pour le Grésivaudan. Écoutez, volontiers. Non, je dirais l'importance des médiations qu'on a pu avoir dans cette opération. Et je reconnais qu'au départ, je me disais, bon, on est bien capable de se refonder tout seul sur la base de ce qu'on a déjà un peu vécu. Moi, j'étais arrivé récemment. Et puis, mais il y a eu cette idée d'un bureau d'études, mais qui a apporté une médiation, mais qui est aussi passée par une autre médiation qui est celle du directeur de cabinet. Et finalement, ça a été deux Sciences Po bien affûtées, disons, qui nous ont aidés à affiner notre approche. Là, il y a notamment une idée qui a émergé, qui m'a paru intéressante, et qui a bien fait discuter. C'est l'idée d'avoir la même approche, finalement, la même procédure pour une saisine ou une autosaisine. C'est-à-dire d'avoir systématiquement une réunion de précision de la question et de définition des moyens. Ce qui, effectivement, a fait beaucoup discuter. C'est un scandale. Comment ça, on se met à la botte d'eux? Mais l'argumentaire
qui nous a été donné, très, très Sciences Po, était d'accord, vous perdez un peu en liberté, mais vous gagnez beaucoup en pouvoir. Parce que vous vous plaignez de ce que vos saisines, personne ne les lit. Là, vous les changez en saisines négociées, ce qui change quand même assez fortement l'attitude. Alors, on va voir comment on va gérer tout ça, mais ça relève bien de ce réglage fin, finalement, entre autonomie et, malgré tout, coopération. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, je vous propose de poursuivre. Alors, je vais repartager ma fenêtre si j'y arrive. Hop. Alors, elle est ici, là, voilà. Et donc, nous allons poursuivre avec le Conseil de développement de Loire-Angers. Donc, c'est Sandrine Castelbider qui va nous parler de la charte de partenariat. Donc, c'est un cas un peu particulier puisque le Conseil de développement de Loire-Angers, donc c'est le Conseil de développement à la fois pour la communauté urbaine, deux communautés de communes et un syndicat mixte du pôle métropolitain. Donc, Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette charte de partenariat ? Oui, bonjour. Alors, ce que je dois dire, effectivement, c'est qu'on est aujourd'hui avec une charte de partenariat à 4 autorités de rattachement, donc 5 signataires. Mais on est parti en 2012 d'une charte de partenariat à 3, puisque nous étions initialement Conseil de développement de la communauté d'agglomération d'Angers et du pays Loire-Angers. Voilà. Et donc, entre-temps, on a évolué. Donc, notre première charte, elle date de 2012 et elle a résulté un petit peu comme le Grésivaudan d'une démarche de bilan. En fait, on a fait les 10 ans du Conseil de développement qui se sont achevés par un événement en octobre 2011. Mais auparavant, nous avons réalisé des ateliers avec des membres du conseil. Alors, pas de citoyens. Je pense que si c'était à refaire, enfin, pas de citoyens non membres du conseil. Voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on ferait effectivement comme vous l'avez fait en Grésivaudan. Mais on a eu en 2011 des ateliers avec membres du conseil et élus au sens, y compris conseillers municipaux dans les communes. On est allé dans les communes faire ces ateliers bilan du conseil de développement, bilan des 10 ans, avant d'envisager la suite. Et c'est ces ateliers qu'est sorti le besoin de clarifier un peu les relations, de besoin pour tout le monde, en fait, qui était partagé à la fois par les élus et par les membres du conseil, de clarifier les relations pour que chacun se sente plus à l'aise pour intervenir, solliciter, etc. Alors chacun, que ce soit élu, conseil de développement, mais également service. Donc l'idée, c'était de faire un cadre facilitant plutôt qu'un cadre contraignant, conformément à ce qu'ont dit les collègues des autres conseils de développement également. Donc comment ensuite, on est parti d'une base et donc en renouvellement 2015, donc à chaque renouvellement, tous les 3 ans, c'est rediscuté, comme le fait Marie aussi sur Erdre-et-Gèvres. Donc rediscuter avec la nouvelle assemblée du Conseil de développement et rediscuter aussi avec les nouveaux élus. Enfin, nous, on est en décalage, c'est-à-dire que les élections précèdent, les élections municipales précèdent le renouvellement du Conseil de développement de 6 mois à 1 an selon les dates. Et donc, rediscuter avant d'être adopté à la fois par les membres du Conseil de développement et par délibération des aujourd'hui 4 autorités de rattachement. Donc, au moment où, donc c'est en 2018 seulement qu'on est devenu Conseil de développement dépendant de 4 autorités de rattachement. Donc là, la charte de coopération s'est avérée encore plus nécessaire puisque l'enjeu et l'inquiétude que l'on avait, c'était comment nos 4 intercommunalités vont s'entendre pour pas que ça soit la cacophonie, chacun y va de sa saisine, chacun y va de sa demande, etc. Donc, comment on cale les choses et donc, du coup, c'était plutôt une demande du Conseil de développement et les élus avec lesquels on a travaillé pour préparer ce Conseil de développement nouvelle formule. On avait un comité de pilotage composé
étaient présidents des communautés de communes, puisque c'était nouveau pour eux, et puis vice-président pour Angers-Loire Métropole, parce que c'était un peu moins nouveau, ainsi que cabinet. Donc, on a retravaillé à la fois sur les compositions, fonctionnement, et sur cette charte de partenariat, mais sur la base d'un existant. Donc, on n'est pas reparti de zéro, évidemment, on avait un existant. Donc voilà, sur l'historique. Après, sur le contenu, comme l'a dit Alexandra en introduction, ainsi qu'Isabelle sur Angoulême, je crois qu'on a à peu près les mêmes types d'articles. On a un article particulier qui est notamment une mention. On a écrit dans cette charte, et les élus en étaient d'accord, la mention, l'importance pour pouvoir assurer une reconnaissance des travaux du Conseil de développement et de la prise en compte des travaux du Conseil de développement. Et les membres estimaient que c'était souhaitable de pouvoir avoir trace dans les documents officiels de nos intercommunalités, lorsque c'était nécessaire et justifié, des contributions du Conseil de développement, d'où l'idée d'introduire dans les exposés introductifs aux délibérations des intercos concernés, la mention d'une référence à la contribution du Conseil de développement, en partie sur le projet sur lequel porte la délibération de la communauté de communes ou de la communauté urbaine, par exemple. Alors, en termes de bilan, nous, c'est l'intérêt de cette charte de partenariat, c'est vraiment de prendre ce temps d'écrire et de discuter avec les élus de ça. C'est pas le résultat en soi, c'est pas les 4 pages en soi, parce que voilà, mais c'est le temps pris à discuter, le temps pris par chacun des élus, donc là, c'était plutôt l'exécutif, à relire et à dire oui, je suis d'accord, je signe, oui, je soumets ça à mon assemblée. Et puis c'est aussi d'assurer une forme de transparence aussi, pour que on se dise pas ils font leur truc de leur côté, on sait pas trop, c'est le président, voilà. Donc transparence à la fois vis-à-vis de tous les membres du conseil, qui savent comment ça se passe derrière, mais également vis-à-vis des conseillers communautaires des 4 intercos, qu'est-ce qu'ils font, comment ils trafiquent, etc. Enfin, c'est vraiment l'idée de poser le cadre. C'est facilitant, comme disait Marie dans son petit message, ça nuit pas à la liberté d'action, au contraire, ça la garantit, ça met un cadre facilitant pour travailler, ça rassure tout le monde, y compris les services. Par exemple, quand moi je sollicite les services en disant tiens, ça serait bien quand même que tu puisses mettre à disposition ça, ou que tu viennes. C'est une nouvelle chargée de mission, un nouveau directeur, mais si c'est inscrit dans la charte, t'inquiète pas, je lui envoie la charte, parce que pareil, il n'y a pas forcément de communication. Bon, d'accord, ok, donc il n'y a pas besoin de passer par des circuits de validation. Je ne suis pas sûre si j'ai le droit ou pas. Donc il y a ce côté vraiment facilitant. Enfin, moi je la ressors à chaque fois qu'il y a besoin pour faciliter les choses. Et pour l'instant, j'en ai pas eu j'ai pas été bloquée avec cette charte. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il y a une charte que tout ce qui est écrit dedans est fait. Ça ne garantit pas l'application. Ça dépend après de la volonté. Donc, on peut avoir des bonnes volontés, mais ça, c'est tout document. Après, il faut, pour les mettre en application, il faut la volonté et le temps, à la fois des élus, à la fois du conseil de développement, du bureau, du président, de la chargée de mission aussi, qui doit dégager du temps pour organiser, parce que généralement, l'initiative, elle doit prendre, la prise d'initiative et quand même revient la plupart du temps au conseil de développement pour ce qui est rendez-vous de suivi, rendez-vous annuel, etc. Exposé introductif aux délibérations, si je ne les relis pas, ça passe à travers, donc ça passe à travers certaines fois. Voilà, donc, mais c'est quand même quelque chose de positif pour nous et qu'on va renouveler. Enseignement quand même, ce qui n'a pas été fait et ce qui devra être fait là pour le renouvellement qu'on va avoir l'année prochaine. Très clairement, meilleure implication des services. Voilà, on avait les élus, le cabinet. Normalement, les directeurs de services devaient être là. Ils n'ont pas trop participé sur cette phase 2017, la réécriture. Il se trouve qu'on sent qu'il n'y a pas suffisamment de diffusion dans les services, ne serait-ce qu'au moins auprès des
directeurs, des chefs de service de cette charte. En fait, elle n'est pas connue. Après, il n'y a pas non plus besoin de l'afficher sur les murs, mais on sent qu'il y a, voilà, je pense qu'il faudra qu'on travaille un peu plus aussi et dialogue un peu plus avec les DGS ou directeurs en charge du suivi du conseil. Voilà. Merci Sandrine pour ton intervention. Juste, je vois des questions sur la méthodologie. Finalement, qui a écrit cette charte? Est-ce que les services ont participé à l'écriture de la charte? Est-ce que c'est le conseil de développement? Enfin, voilà, qui était derrière la rédaction de ce document? Alors, la rédaction initiale, elle date, donc notre base de travail, elle date de 2012 et c'est le conseil de développement qui l'a écrite à partir des ateliers, des bilans, des réunions de travail et des comptes rendus des réunions qui ont eu lieu entre les élus et le conseil de développement, mais l'écriture, c'est le conseil de développement. Ouais. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on continue, puis voilà, on reviendra aussi par la suite vers nos 4 intervenants. Donc, on va poursuivre avec Gérard Flamand. Donc, hop, je vais ouvrir ça, qui va nous parler du protocole de coopération, du cadre de coopération mis en place en 2015 donc, entre le Conseil de développement de la métropole européenne de Lille et la métropole. Donc Gérard, si Gérard est connecté, qu'il n'a pas de problème d'orage. Alors, plus de problème d'orage. Ok, super. Mais accessoirement, il faut que tu redémarres la vidéo, c'est toi qui l'as coupée. Ok. Voilà. Enfin, c'est pas grave, hein, je peux parler sans. C'est bon, normalement, il suffit de l'activer là. Je l'ai coupé parce qu'il y avait. Voilà. Je coupe un peu les vidéos pour éviter de surcharger les réseaux parce qu'on est nombreux. Donc voilà, si vous pouvez couper aussi vos vidéos quand vous n'intervenez pas, comme ça permet voilà, ça facilite la réunion et ça évite des coupures. Donc voilà, Gérard, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En cette journée légèrement orageuse à Lille, mais ce n'est pas grave. Donc effectivement, le Conseil de développement et la MEL, à l'époque la communauté urbaine, ont mis en place un cadre de coopération qui ne date pas de 2015. 2015, c'était sa première révision, mais qui date de 2010. Le Conseil de développement existe depuis 2001 et au bout d'une petite dizaine d'années de fonctionnement, on s'est aperçu de 2 choses. D'une part, que les saisines venaient un petit peu n'importe comment, de n'importe où, à la fois de vice-présidents, à la fois de conseillers communautaires, à la fois des services, appliqués à répondre à toutes ces sollicitations. Et puis, on a fait aussi une évaluation de notre propre fonctionnement et on s'est aperçu qu'on fonctionnait un petit peu trop en vase clos, sans contact réel avec à la fois les services et les élus, et qu'il semblait utile de mettre tout ça un peu plus en musique. Donc, on a négocié et écrit en concertation avec les services, le cabinet du président et nous-mêmes, une première variante de cette charte de participation. Donc, il reprenait quasiment les points que Alexandra avait mis au départ comme étant effectivement autant de questions. D'abord, tout ce qui était les problèmes de gouvernance partenariale, notamment les relations avec les élus et les services, c'est-à-dire la nécessité pour les élus et les services de répondre aux sollicitations du Conseil de développement si ils le souhaitaient, la possibilité effectivement pour, selon un protocole qui devait passer à l'époque par le président, de consulter, de saisir le Conseil de développement. A été introduite à cette occasion quelque chose qui est très important et qui fonctionne bien, qui est la disposition pour le Conseil de développement d'avoir ce qu'on a appelé une commission des suites. C'est-à-dire, c'est une commission interne au Conseil de développement, composée uniquement de membres du Conseil de développement, qui peut interpeller tous les élus et tous les services sur la façon dont ils ont pris en compte, à la fois dans les politiques, dans les délibérations, dans la mise en œuvre, les contributions, les conseils du Conseil de développement. On en est à notre 4e commission des suites depuis 2010, et c'est vrai que c'est un instrument tout à fait intéressant de relation avec à la fois le monde politique, mais aussi avec le monde fonctionnaire et administratif et technique. Dans cette première version, il y avait aussi des règles assez simples de saisine et d'autosaisine, c'est-à-dire effectivement, il s'agissait qu'il y ait un filtre pour que les saisines ne partent pas dans tous les sens, et on nous demandait, quand on faisait une autosaisine, de prévenir le président et les élus concernés. Il y avait un chapitre consacré à la communication qui
insisté sur l'autonomie du Conseil de développement et sa capacité à communiquer sans filtre au travers à la fois de ses propres instruments, mais aussi au travers des instruments de la communauté urbaine, journal, site web, etc. Quatrième chapitre là, qui a été important et qui nous a bien servi, c'est la façon dont la communauté urbaine à l'époque soutenait le Conseil de développement, notamment au travers de moyens financiers, qui est un budget annuel dans lequel on pouvait effectivement, sans contrôle si on peut dire, mais en restant toujours dans le cadre des finances publiques, assurer tous les moyens de fonctionnement de notre Conseil de développement, un appui technique en personnel qui était décrit au travers de 3 équivalents temps plein, ce qui nous a bien servi quand on est passé d'un support agence d'urbanisme à un support directement métropole, puisqu'on a réussi à maintenir cette possibilité malgré quelques tentatives du service qui nous accueillait de ne pas trop nous fournir de moyens humains, et puis les moyens matériels, l'utilisation des services, notamment de reprographie, de courrier, de transmission de la mail. Et puis, enfin, bien évidemment, il y avait les modalités de renouvellement des membres et du président du Conseil de développement. Alors, nous, on n'est pas liés du tout au rythme d'élection des conseillers métropolitains, puisque notre conseil se renouvelle tous les 2 ans par quart. Donc, il y a toujours une stabilité entre 2 tiers et 3 quarts de conseillers qui passent d'un moment à l'autre. Mais à l'époque, les services, plus exactement le cabinet du président, souhaitait avoir un droit de regard sur l'ensemble des conseillers que nous accueillions à l'occasion de ces renouvellements, pour éviter effectivement qu'il y ait un peu trop peut-être de contre-pouvoirs qui s'y installent. Donc ça, c'était inscrit tel quel. Et puis à l'époque, le président du Conseil de développement était proposé par le président de l'AMEL et élu par l'assemblée complète du Conseil de développement. Donc ça a fonctionné pendant quelques années. Puis à la suite des élections de 2014, il y a eu quelques nouveautés qui ont été introduites, qui nous ont permis un petit peu d'aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est qu'un vice-président spécifique à la démocratie participative a été désigné, donc un président dédié à la démocratie, c'était tout de même quelque chose de relativement neuf. Il a aussi, lui, souhaité d'une certaine façon mettre sa marque sur le Conseil de développement, et il a souhaité que l'ensemble des activités soient débattues, discutées avec lui, la façon dont on rendait nos contributions, la façon dont effectivement on était saisi. Donc en 2015, c'est ce que vous trouvez actuellement dans le cadre de coopération, donc la délibération qui a été prise par le Conseil qui était encore à l'époque communauté urbaine de Lille, a introduit effectivement ce vice-président délégué, et puis a intégré aussi un certain nombre d'autres éléments, plus de fonctionnement technique. Et puis, au bout de quelques années de fonctionnement, avec ce nouveau vice-président métropole citoyenne, puisque c'est son titre précis, on a essayé avec lui de mieux organiser un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de la saisine des saisines et de la représentation et de la contribution, plus exactement, du Conseil de développement, non pas uniquement vis-à-vis du vice-président en charge, mais notamment vis-à-vis des commissions ad hoc qui sont mises en place. Donc, quand on parle d'accessibilité, on présente nos contributions maintenant au groupe mobilité de la MEL, donc avec une audience tout de même un petit peu plus large. Et puis, on a fait un changement un peu radical en matière de désignation du président du Conseil de développement, puisque la procédure qui existait auparavant faisait que le président de la MEL donnait un candidat, et puis il était élu à la cubaine, si je puis dire, par l'ensemble des membres du Conseil de développement, personne n'osant effectivement se présenter contre celui qui était présenté par la MEL. Donc on a trouvé une formule qui est, je pense, beaucoup plus simple, qui est de dire, après tout, si le président du Conseil de développement et si le président de la MEL ne se comprennent pas, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas, et on risque de perdre tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, notamment dans des contributions et des travaux beaucoup plus renforcés avec les élus et avec les services.
Et donc, on a choisi la solution suivante, c'est le bureau du Conseil de développement qui propose un candidat à la présidente ou au président de l'AMEL, et c'est lui qui désigne le président du Conseil de développement. Donc voilà, ça a été soumis à débat au sein du Conseil de développement, et c'est ce qui a permis de trouver un accord là-dessus. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle procédure liée à l'article nouveau dans le Code général des collectivités territoriales, on va aller un tout petit peu plus loin dans un certain nombre de processus. Je pense notamment à la capacité que le bureau de l'AMEL puisse recevoir une fois par an le conseil de développement pour qu'il lui présente ses travaux, la façon dont il compte collaborer et produire ses contributions avec l'ensemble des élus. Et puis d'autres petits problèmes un petit peu techniques, ça a été évoqué, les visas des contributions dans les attendus des délibérations, voire leur annexion au délib. Voilà. C'est simplement un petit problème, des petits problèmes qui se mettent en place, que déjà, dans certains cas, c'est fait, dans d'autres cas, c'est pas fait. Il s'agit simplement de clarifier tout ça. Alors, vous allez certainement trouver à la lecture de ce cadre de coopération qu'il est très administratif, c'est vrai. Bon, il a été surtout élaboré à une époque où c'était les gens qui étaient très administratifs qui s'occupaient de ça. Ceci dit, c'est beaucoup plus un cadre général dans lequel, effectivement, quand il n'est pas respecté pour telle et telle raison, on peut faire appel pour effectivement revenir dans le droit chemin. Ça nous a été utile lors la mise en place d'une politique importante de l'AMEL récemment, qui est le schéma directeur des infrastructures de transport, où effectivement le vice-président avait un petit peu oublié de consulter le Conseil de développement lors de cette élaboration, et donc on lui a effectivement rappelé que ça faisait partie de ses obligations avec telle et telle procédure, et on a pu rattraper le coup effectivement comme ça. Bon, mais à part ça, on l'utilise plus pour dire c'est des garde-fous, et on fait beaucoup plus confiance à l'intelligence des élus, des services et de la nôtre. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire pour effectivement régler à chaque coup les problèmes de la meilleure façon possible. Je rappelle quand même que le Conseil de développement de l'AMEL, c'est 180 membres, 185 membres précisément, et l'AMEL, c'est un président, 20 vice-présidents, 10 conseillers délégués. Donc, effectivement, c'était aussi un peu utile de réguler l'ensemble des relations entre tous ces gens. Et je ne parle pas du nombre de services, de 9 à 35. Donc, effectivement, c'était utile d'avoir quelque chose un peu cadré qui permettait de régler les conflits quand il y en avait. Voilà. Merci Gérard pour cette présentation détaillée. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions sur les statuts des conseils de développement. Donc, effectivement, les 4 exemples qu'on a présentés, ce sont des conseils de développement qui n'ont pas de statut associatif. Mais parmi vous, certains ont un statut associatif. Donc, on va vous donner la parole. Est-ce que dans vos conseils de développement qui ont un statut associatif, il y a ce type de démarche qui a été mise en place? J'ai vu qu'il y avait le conseil de développement d'Erdrejev qui disait que c'était une convention d'objectifs et de moyens. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseils de développement aussi qui ont ce type de démarche, ou alors est-ce que peut-être Erdrejev, si vous pouvez nous parler aussi de cette convention d'objectifs et de moyens. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, vous pouvez le faire donc, soit de manière écrite, comme certains le font actuellement avec la fenêtre de conversation. Vous pouvez également demander à prendre la parole en levant la main virtuellement. Donc, il suffit d'aller dans participants et d'appuyer sur lever la main. Et puis, à ce moment-là, on réactivera votre caméra parce que c'est plus sympathique d'avoir aussi la vidéo quand on s'exprime. Donc, allez-y. Alors, est-ce que, je ne sais pas qui est connecté, Marie Brazo ou François-Xavier Lamotte, si vous voulez nous parler de cette convention d'objectifs et de moyens. Hop. Alors... Bonjour. Ah, je ne t'entends plus. J'ai coupé mon micro, bonjour. Je voudrais inviter François-Xavier à s'exprimer parce que je suis désolée, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Il pourra très bien expliquer les choses, François. Et je vous laisse. Oui, merci Marie.
Juste, si j'avais juste, je voulais faire une question là. Je serais intéressée pour voir comment on articule le protocole au pacte de gouvernance et au débat sur la participation citoyenne, plus largement. Voilà. Oui, oui, ça c'est une question qui est importante. On a commencé à la traiter dans un précédent webinaire, mais effectivement, je pense qu'on aurait besoin de revenir sur ces différents aspects. Merci Marie. Alors, François-Xavier, je vais essayer de vous activer votre vidéo. Hop. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Oui, effectivement, en RGEP, on a depuis sans doute l'ancien conseil communautaire, j'ai pas préparé mon texte, mais je pense que ça fait presque 10 ans qu'on a une convention qui nous lie avec la communauté de communes et qui définit entre autres les moyens que la communauté de communes met à la disposition de l'ASSO, puisque nous sommes une association. J'en profite pour vous demander s'il y a des associations, des conseils de développement associatif parmi nous qui mettent un petit mot, parce que en fait, j'ai une autre casquette, parce que je suis président du réseau 44 des conseils de développement, et à l'intérieur de ce réseau, on se pose la question de savoir si c'est intéressant de rester en association ou pas. Avantage, inconvénient. Voilà. Et donc, cette convention, elle nous est bien utile parce qu'en fait, elle clarifie tout à fait les choses, mais ça, vous l'avez déjà dit et je pense compris tous. Et ça nous oblige aussi à faire des bilans, de se retrouver tous les 3 ans, puisqu'elle est triennale, et que c'est aussi intéressant de se forcer de faire des bilans par moment, parce que même quand on est une association, on rend des comptes, et peut-être d'autant plus quand on est association, par transparence et par clarté, à la fois vis-à-vis des élus, mais aussi en invitant les services, parce que chez nous, c'est très important d'avoir les services et on travaille bien à 3 élus, c'est des services. C'est indispensable. Voilà. Merci François-Xavier pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a 2 demandes d'intervention. Francis, je crois que c'était tout à l'heure, mais est-ce que vous avez une question à poser ou une intervention? Et puis après, il y a Guy aussi de Brest qui souhaite intervenir. Donc, Francis de Guingamp, si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Mais il faut réactiver le son. Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, mais on ne vous voit pas, mais on vous entend. D'accord. Donc, moi, j'ai écouté les intervenants. Merci à eux. Par contre, j'ai l'impression, à les entendre, que tous les élus sont favorables, comment dirais-je, à faire participer la société civile pour qu'elle s'exprime, qu'elle donne des avis. Alors que moi, je ne suis pas persuadé que ce regard-là, c'est un regard général. Je vais peut-être répondre, Alexandra, si tu veux bien. C'est exactement ce que nous avons vécu dans notre refondation. Comme je l'ai dit à Alexandra, il me semble qu'on a 3 profils d'élus. Il y a les élus qui n'y croient pas. Il y a les élus qui commencent à y croire, mais ils ne pratiquent pas. Et il y a un petit groupe qui reste, qui pratique et y croit. Voilà, pour faire court de notre expérience, comment on a vécu notre refondation par rapport à nos profils d'élus. Merci. Merci pour ces précisions. Alors, Guy de Brest. Ouais, ces 3 types d'élus existent, même dans les conseils de développement qui existent depuis longtemps. Ça perdure même. Donc, moi, je pense que c'est vrai que nous, on est en train de construire un protocole aussi de coopération, mais je vois bien que ça va prendre plus de temps que la première peut-être réunion des différents EPCI, puisqu'on a 7 EPCI, enfin 6 EPCI plus la métropole. Donc, vous voyez un peu la complexité. Donc, la première chose à faire, moi, je pense, c'est déjà de faire connaître la loi, enfin, cet article de loi. Je pense que, malheureusement, il y a même, y compris à plusieurs niveaux, hein, même à Paris, l'autre jour, quand on a été au niveau même des députés qui avaient voté cette loi, on voyait bien qu'ils ne la connaissaient pas, quoi. Je veux dire que c'est inquiétant, parce que autant cette loi a failli nous faire disparaître, autant le fait qu'il y ait cette partie d'article-là, qui donne quand même une valeur au Conseil de développement et
l'association de la population, c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse connaître. Déjà, si tous les conseillers communautaires dans tous les EPCI connaissent cet article, ça serait important. Parce que ce qui se passe, c'est que dans les premiers, même dans les premiers écrits qu'il y a souvent l'article, le pacte de gouvernance, il est cité, mais l'autre partie, elle est oubliée carrément. Ou alors même j'ai eu écho d'autres choses, c'est que parfois, même y compris des citoyens, des associations citoyennes, oublient dans la deuxième partie le conseil de développement. Donc, nous sommes les seuls à parler de tout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle à la fois de l'association, enfin de la consultation du conseil de développement, mais aussi de l'association de la population. Et je rappelle quand même que notre constitution dans les conseils de développement fait que nous sommes représentants de la population en partie aussi. Hein. Donc, il y a d'autres personnes qui représentent la population, mais nous, il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait partie aussi de cette association de la population. Donc, par notre intermédiaire aussi, il y a une représentation qui existe. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est ça, hein, c'est de savoir comment la charte citoyenne et tout ça, comment elle va se construire, mais c'est d'essayer de gagner du temps et de dire que ce débat, il doit être, s'il faut, bon, c'est marqué dans la loi qu'il doit être simultané avec celui du pacte de gouvernance, mais si on peut gagner le fait que dans l'application, ce soit fait après le pacte de gouvernance, c'est peut-être mieux pour nous. Il faut rappeler que le pacte de gouvernance, s'il est décidé dans un débat, ils ont 9 mois pour le mettre en place. Donc, si la volonté d'associer, de consulter le conseil de développement et d'associer la population, il y a une décision prise de dire qu'on va le faire, il faut qu'on demande au moins 9 mois aussi de voir comment on le construit, c'est-à-dire même y compris en faisant des groupes de réflexion là-dessus, à l'intérieur des territoires, tout ça, de chaque EPCI. Donc mais il faut qu'on soit à l'offensive là-dessus. Donc il faut qu'il y ait vraiment un écrit qui parte assez vite, hein, parce que dès dimanche, beaucoup de PCI vont être mis en place, enfin de conseils communautaires. Donc si on n'a pas écrit avant, je pense que c'est un peu embêtant. Et on est tous un peu pris par le temps. Alors Isabelle, je crois que tu avais une réaction à ce sujet. Isabelle Moreau d'Angoulême. Oui, moi la question que je me posais, enfin en tout cas c'est celle que j'ai proposée en note, c'est que le risque, on en avait déjà parlé je pense lors d'un dernier webinaire, c'est de déconnecter la question de la participation citoyenne de la question du pacte de gouvernance. En tout cas moi la lecture que j'en ai eue, c'est que le pacte de gouvernance certes permet et a comme objectif à la fois de mieux gérer les relations entre l'intercommunalité et les communes et donner peut-être un rôle aux communes différentes que ce qu'ils pouvaient avoir dans le cadre de l'intercommunalité, mais doit aussi mettre en place les logiques de coopération qui intègrent la participation citoyenne sur le territoire. Donc, moi, c'est la proposition que j'ai faite. Alors, je ne sais pas du tout si ce sera retenu par le nouvel exécutif, mais c'est que la question du pacte de gouvernance, enfin en tout cas la délibération de principe, parce que je suis tout à fait moi sur la logique que Sandrine a expliqué tout à l'heure, c'est une première délibération de principe qui dit ok il y a un conseil de développement, ok il y a une nécessité de travailler effectivement sur un pacte de gouvernance dans les 9 mois et comme l'a dit Guy Jourdan qui viendrait prendre en compte à la fois la place de la participation des habitants et des acteurs dans le territoire au même titre que les coopérations avec les communes, et ensuite dans un second temps, une fois que le conseil de développement est installé, en tout cas pour ceux qui le seront, moi c'est mon cas, de pouvoir, dans une seconde délibération, voter la composition du conseil, et puis quelques mois après, le temps que le CDD soit installé, pouvoir travailler sur ce protocole. Et pour moi, le protocole de coopération conseil de développement agglo peut-être être nommé dans le pacte de gouvernance, mais en tout cas nécessite aussi du temps. Mais ce qui me semblait le plus important, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, c'était effectivement d'éviter un débat qui soit un débat, on part du pacte de gouvernance uniquement avec les communes et on ne le lie pas à la participation citoyenne. Merci. Merci pour ces précisions, Isabelle. Donc, effectivement, hein, c'est une question qu'on avait traitée aussi en webinaire. Donc, vous pouvez retrouver les comptes rendus sur le site de la CNCD. Gérard, je vois que vous levez la main. C'est pour revenir un peu sur ce qu'il vient de dire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. D'abord, je pense qu'il n'y a pas deux territoires avec les mêmes contraintes, les mêmes conditions. Il y a des endroits où effectivement il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. D'ailleurs, on redémarre un certain nombre de processus, donc on ne peut pas, à mon avis, tirer de philosophie générale à partir de ça.
Si je prends un peu notre cas particulier, nous, on a ce cadre qui existe, on va effectivement le redéployer un petit peu, mais nous semble important de le discuter très très vite, et nous, on voudrait le faire dans le courant du premier trimestre efficace, si je puis dire, du Conseil métropolitain, c'est-à-dire à partir de septembre, pour inscrire effectivement, à la fois dans le cadre de la concertation avec la population et dans le cadre de la mobilisation du Conseil de développement, un certain nombre de principes importants qui seront autant d'éléments qui devront être pris en compte ou peut-être même imposés aux différentes communes dans le cadre du pacte de gouvernance. Parce que sinon, on va se retrouver, en plus, on est dans une situation très particulière, hein, la métropole européenne de Lille, c'est quand même 95 communes. Donc, c'est effectivement loin d'être simple, et les négociations entre la MEL et ces 95 communes vont être intéressantes, et on va discuter quasiment de la 4e décimale de l'enveloppe voirie et pas peut-être autre chose. Donc, pour nous, il est important qu'effectivement les principes, en tout cas de consultation de la population et de mobilisation du Conseil de développement, soient inscrits le plus tôt possible, et qu'à partir de là, effectivement, ils deviennent un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui fonderont véritablement le pacte de gouvernance avec l'ensemble des communes. Merci Gérard. Donc j'ai remis le texte de loi pour ceux qui ne l'avaient pas sous les yeux ou qui n'en avaient pas connaissance. Donc voilà, il est dans la fenêtre de conversation. Vous pouvez le retrouver à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision, d'autres partages d'expérience? N'hésitez pas. Il nous reste encore 10 minutes. Il y avait une question sur le statut associatif aussi, j'ai vu tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on remarque au niveau de la coordination nationale, voilà, certains conseils de développement sont sous format associatif, mais la plupart n'ont pas de statut juridique propre et sont directement rattachés à l'intercommunalité. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque solution, et ça dépend effectivement aussi de l'histoire du territoire, de la culture et des personnes. Donc, on n'indique pas une préférence pour l'une des deux solutions, parce que les deux peuvent fonctionner, tout dépend des territoires, bien sûr. Alors, Marie-Christine, je vois que tu as levé la main. Alors, hop. Voilà, j'ai le son. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Oui, moi, qui me paraissait important dans ce qu'on voit, c'était la question du rapport et de la manière d'aller vers les élus avec des propositions. Il me semble que dans la période qui va se dérouler là, ce moment et jusqu'en septembre, il y a cette tentative d'aller questionner, peut-être enfin, nous, c'est la démarche qu'on souhaite entreprendre, avec des propositions en leur disant, bon, voilà, nous, à l'aune de notre expérience des dernières années, voilà vers quoi on voudrait s'orienter. Est-ce que ça correspondrait à vos attentes? Et vous, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous? Pour essayer de créer un vrai climat de confiance, et c'est pas gagné quand même globalement. On voit bien qu'il y a des freins, et en allant voir un peu, on va dire, tous les positionnements politiques, pas seulement la majorité qui va se dessiner prochainement, mais voilà, essayer finalement d'apprivoiser les politiques sur le fait que ce qu'on tente de faire, c'est des propositions pour améliorer les relations et être plus utile à la politique en général de la métropole, de l'intercommunalité, et bien montrer qu'on n'est pas là pour faire tout éclater, tout exploser, mais au contraire pour accompagner, et qu'on est aussi dans l'attente de eux, que souhaitent-ils. Donc voilà, l'idée d'instaurer un dialogue qu'on n'a pas vraiment eu jusqu'à présent, c'est un peu nouveau. On va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est le test du moment. Bon, là, j'ai déjà eu plusieurs rendez-vous avec des élus qui n'ont rien à voir et qui ne sont sans doute pas d'accord, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'aller leur faire des propositions. Voilà. Merci Marie-Christine. Tu as une belle auréole derrière toi. Oui. Et c'est vrai que tu as toutes les qualités de la terre, et ça se voit avec cette auréole.
Effectivement, ce n'est pas volontaire. Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Voilà, il y a une question sur le protocole de coopération. Donc, je pense que Isabelle Moreau a bien présenté aussi la démarche de dire que c'est la démarche qui est intéressante, mais qui prend du temps. Donc, pour la délibération sur les modalités de consultation du Conseil de développement, c'est pas de dire que le protocole de coopération est déjà prêt, parce qu'il n'existe pas forcément dans tous les conseils de développement, mais d'indiquer que c'est une démarche qui sera mise en place et qui permettra de préciser les modalités de consultation du Conseil de développement. Donc, c'est ça peut-être l'utilité et ce qui peut être fait pour cette délibération. Alors, Sandrine, je vois que tu lèves la main aussi, de Loiranger. Non, mais je m'aperçois que tu viens d'y répondre parce qu'il y a des questions aussi, mais du coup, toutes ces délibérations, qu'est-ce qu'on met dans la première, dans la deuxième? Pour moi, dans la première, enfin la manière dont je vois les choses, mais voilà, sous réserve, parce que tout ça, c'est à discuter avec les nouveaux exécutifs qu'on n'a pas encore, enfin qu'on n'a que partiellement. L'idée, c'est que dans la première délibération qui doit être prise dans les 9 mois, ils actent le principe ou non, parce que nous, on est aussi sur des communautés communes, dont une qui n'a pas l'obligation d'avoir un conseil de développement, qu'ils actent le principe d'avoir un conseil de développement ou non pour celle qui a la possibilité de choisir, et qu'ils actent aussi le principe d'un renouvellement, de partir sur un conseil de développement qui existe, dont le mandat se termine dans 3 mois, admettons, et dont les modalités de fonctionnement, etc., seront définies dans le cadre d'une charte de coopération, enfin d'une charte de partenariat qui sera discutée avec un comité de pilotage qui est éventuellement désigné dans la délibération, où le président il désigne un tel pour dire voilà, donc modalité, comment on va faire pour définir les conditions de consultation, etc. On ne peut pas demander aux élus à peine élus d'avoir décidé dans les 9 mois et associé tout le monde comme ça. Donc, pour moi, dans cette délib, ils délibèrent sur la manière dont ils vont construire ce conseil de développement et dont ils vont formaliser ce conseil de développement en se donnant, par exemple, aussi un délai éventuellement pour que ça garantisse et qu'ils ne se fassent pas accuser de reporter à plus tard. Voilà. Moi, je vois ça comme ça, très sommaire sur la première délib. Et ensuite, une fois qu'on a pris le temps de discuter, débattre, on peut venir devant un conseil communautaire avec une charte de partenariat solide, quoi. Effectivement, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on est nombreux à partager ici, parce que l'expérience montre que mettre en place un conseil de développement ou le renouveler, ça prend du temps, c'est vraiment une démarche. Et puis si on veut aussi gagner la confiance peut-être des nouveaux élus que vous ne connaissez pas encore, il faut aussi le temps d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Donc voilà, une invitation peut-être au dialogue aussi au travers de cette première délibération. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être je vais regarder aussi dans le fil de conversation s'il y a des points qu'on a oubliés. N'hésitez pas aussi à demander à prendre la parole si vous avez des points à préciser ou des interventions. Donc, effectivement, il n'y a pas de délai en ce qui concerne le conseil de développement, si ce n'est de dire, enfin, si on lit la phrase, on voit que c'est en début de mandature, à chaque renouvellement aussi des conseils communautaires, s'il y a une nouvelle commune, etc., qui rejoint l'intercommunalité. Mais contrairement au pacte de gouvernance, où il y a un délai de 9 mois, pour le conseil de développement, il n'y a pas ce délai qui est indiqué. Et pour toutes les intercommunalités de plus de 50 000 habitants, elles ne devront pas se prononcer sur l'opportunité de mettre en place un conseil de développement puisqu'il est obligatoire. Donc, en principe, elles devraient déjà avoir un conseil de développement. Donc, c'est la question des modalités de consultation du conseil de développement qui se pose pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Pour les intercos de moins de 50 000 habitants, il est possible de mettre en place un conseil de développement. Et donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'elles choisissent de mettre en place un conseil de développement ou non? Donc voilà, ce n'est pas les mêmes questions selon la taille de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision? Alors, effectivement, la question de la continuité des mandats, c'est quelque chose qui se pose actuellement. Donc, je sais que certains
ont dans leur règlement intérieur ou dans la délibération une phrase qui prévoit que en fait, le conseil de développement actuel reste en place finalement jusqu'à ce qu'il soit renouvelé. Ce n'est pas le cas partout. Donc, effectivement, parfois, il y a des périodes de latence qui peuvent exister. Et puis, au vu du contexte actuel, c'est une période qui s'est étendue. Et voilà, le renouvellement du conseil de développement, ça va prendre aussi certainement un peu de temps et ce ne sera pas forcément… Enfin, ça peut être d'ici la fin de l'année, mais parfois, ça peut être l'année prochaine. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi également en compte. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on en reste là. Et puis, voilà, on aura un prochain webinaire qui sera organisé en juillet, donc le 10 juillet, relatif plutôt à la composition du conseil de développement, parce que c'est aussi une question qui est importante, qu'on a un peu abordée lors des prochaines séances, mais sur lesquelles on n'a pas approfondi, on n'a pas fait le tour de la question. Donc voilà, on aura aussi un webinaire d'1h15 sur ce sujet. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine réunion. Merci beaucoup, Alexandra. Merci Alexandra. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir Merci, à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. N'oubliez pas de nous convoquer. Hein. Oui, Merci, au revoir. On vous renvoie les messages. Merci beaucoup.